Salut à tous, on se retrouve, tenez-vous bien, pour un programme avec quelqu'un que vous connaissez. C'est l'un des meilleurs performeurs de la chaîne. Il a bientôt 60 000 vues avec un épisode rentré dans la légende. Le fameux Boris qui était venu nous raconter sa Glashütte CQ. Il nous revient avec une autre marque allemande, très aimée des amateurs de montres, une Zinn à un nom imprononçable. Je le laisse le faire, il nous raconte tout dans ce nouveau Duel Time. Salut Boris. Salut Xavier, tu vas bien? Ouais, toi, je suis ravi de te voir à nouveau. On t'a eu deux fois sur la chaîne, je le disais, une première fois à distance avec la Vacheron Constantin corne de vache, et puis avec Mhm. le petite montre entre amis qui a battu le record du monde. Tu es dans le Guinness des records de l'épisode toujours le plus long et l'un des plus regardés. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bah écoute, c'est toujours un plaisir, hein. C'est vrai que la dernière fois, on a parlé très 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 longtemps de la CQ et d'autres sujets, mais c'était super sympa. Et moi, j'ai été un peu bluffé justement par le retour en termes de nombre de vues, parce que comme tu disais, c'est je crois plus de 50 000, 250 commentaires ou quoi. D'ailleurs, sur lesquels j'ai essayé de répondre pour ceux qui posaient des questions. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup surpris qu'il y ait eu ce niveau-là de vue sur une marque a priori pas hyper connue, et que ça soit quasiment 4 ou 5 fois plus que sur la Vacheron Constantin, par exemple, Ouais, qui est une marque beaucoup, beaucoup plus connue. ouais, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, et après on enchaîne, et tu vas nous dire en allemand, hein, puisque Boris m'avait repris sur le Lange und Söhne, qui ne se dit pas comme ça, mais qui se dit différemment. La vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, c'est une Rolex, sans surprise. Après, c'est une Bien Patek sûr. Philippe Nautilus 5712, et je suis d'accord avec toi. Grande surprise avec Glashütte, mais c'est tellement sympathique et finalement rare qu'on a toujours grand plaisir à voir cette montre. Alors, chers amis, tout ça c'est bien avec Boris, on va se régaler comme d'habitude. Et là, on a un modèle qui a absolument rien à voir. On pourrait presque se dire, si on te connaît Boris uniquement au travers de la Lange und Söhne, je l'ai bien dit ou pas? Lange und Söhne, ouais, presque. Oui, Lange und Söhne. Et la Vacheron Constantin, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette zine que l'on pourrait qualifier de un peu bestiale, un peu banale, entre guillemets, par rapport à tes autres montres. Alors, c'est quelle zine? Alors, c'est la Zinn EZM 3F, qui est un modèle très spécifique. Chez Zinn, tu as la série des EZM, en allemand Einsatzzeitmesser, donc mesure temps de mission. La première du nom, c'était le ZM1, qui avait été développé, je crois, pour les forces d'intervention des douanes allemandes, quelque part en 97, qui était un chronographe sur base de l'Emania 5100, et qui avait aussi une couronne à gauche, et un chronographe où la mesure du temps écoulé en fait était centrale, quoi. C'est-à-dire que l'aiguille du chrono des secondes, c'était l'aiguille centrale, bon ça c'est assez traditionnel, mais le compteur des minutes était sur une aiguille centrale également. Un Ok. truc très très dépouillé pour avoir une visibilité maximale. Et dans la foulée de ça, ils ont décliné toute une gamme vraiment de montres dites professionnelles. Notamment, il y avait eu le ZM2 qu'ils avaient fait pour le GSG 9, qui est l'équivalent du GIGN en Allemagne, qui était aussi avec une couronne à gauche. Leur technologie hydro, c'est-à-dire un boîtier entièrement rempli De liquide? d'huile Ouais. complètement, ouais, de liquide complètement transparent, euh, et sur une base de mouvement à quartz, mais avec une lisibilité absolument fabuleuse. C'était d'ailleurs même l'intérêt d'avoir un boîtier rempli donc de cette huile spéciale. Et après, décliné dans des versions pour les équipes de pompiers allemands, des équipes de secouristes héliportés, j'en passe et des meilleurs. Il y en a eu 16 versions.
dont la version EZM3, qui était une montre de plongée quasi identique à la 3F, à ceci près qu'elle a une étanchéité supérieure, donc de 500 mètres par rapport à 200 pour celle-ci, qu'elle a quelques éléments distinctifs au niveau du cadran, puisque tu as en dessous des index des heures un chiffrage, donc de 1 à 12 en chiffre rouge, une date à 3h30 qui, elle, est rouge sur fond noir, une lunette de plongée unidirectionnelle avec le temps écoulé. Alors que la version que moi j'ai, qui est sortie un peu plus tard, enfin bien plus tard, puisque le ZM3 c'était en 2001 et celle-ci c'était en 2015, celle-ci c'est une version pilote, donc avec une étanchéité moindre, donc 200 mètres, un boîtier un tout petit peu plus fin, puisqu'il fait 11,7 par rapport à 12,3 pour le ZM3. Absolument rien sur le cadran, donc il n'y a pas les chiffres. Date en blanc et une lunette bidirectionnelle compte à rebours. Donc, vraiment, le genre de truc, quand tu le regardes, c'est assez austère. C'est quelque chose dont tu pourrais dire que ce serait dans son élément sur un tableau de bord, quoi, si tu veux. Ouais. Visibilité optimale et des caractéristiques techniques vraiment intéressantes qui, pour revenir à la question que tu me posais, pourquoi Zine, moi, c'est l'aspect design et l'aspect technique qui m'intéresse chez eux, parce qu'ils font vraiment des trucs que tu ne vois pas nécessairement chez d'autres marques. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils font vraiment des montres instruments, un peu comme Rolex pouvait faire des montres outils dans les années 60. Bon, depuis, Rolex est devenu vraiment du luxe ou de l'hyperluxe, alors que eux, chez Zine, tu as vraiment encore l'impression que c'est la fonctionnalité qui fait la montre, quoi. Tout est vraiment bâti pour un usage donné, que ce soit en termes de matériaux utilisés, de traitement de surface, de résistance au magnétisme, à la pression, aux températures extrêmes. Cette montre, par exemple, elle est donnée pour un fonctionnement de moins 45 degrés à plus 80 degrés. Donc, c'est des huiles spéciales qui sont utilisées pour ça. Tu as une cage en fer doux à l'intérieur, donc qui permet d'être résistant au magnétisme jusqu'à 1000 Gauss, je crois, à peu près, résistante à la dépressurisation. Il y a une technologie anti-humidité qui est présente sur ce modèle-là, comme sur d'autres modèles, qui est faite de 3 caractéristiques, à savoir des joints spéciaux dans un caoutchouc spécial qui laisse passer l'humidité ambiante ou qui la réduit de 75% par rapport à un joint normal. La montre ou le mouvement est emboîté dans un environnement dans lequel il y a un gaz inerte. Dans le temps, ils utilisaient de l'argon. Maintenant, c'est de l'azote. De sorte que quand la montre sort d'usine, il n'y a aucune trace d'humidité à l'intérieur du boîtier. Et le troisième élément, c'est que tu as une petite capsule qui contient du sulfate de cuivre qui permet d'absorber les quelques traces d'humidité ambiante qui viendraient finalement s'y filtrer au fur et à mesure que tu manipules la couronne et que donc l'azote s'en échappe et qu'il soit remplacé par de l'air à humidité ambiante. Et ça te permet, et ça a d'ailleurs un indicateur, c'est-à-dire que cette capsule, quand tu reçois la montre neuve, elle est toute blanche et au fur et à mesure des années et qu'elle fait son œuvre, donc pour absorber l'humidité, elle devient bleue jusqu'à être un bleu assez soutenu, auquel moment il serait. Mais tu la vois où cette capsule? Écoute, je vais te la montrer. Elle est sur la tranche de la boîte. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ouais. Voilà, donc tu as cette. Sur la anse. Sur l'anse, ouais. Ouais. Sur l'anse. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, bon, il faut le faire passer au service chez Zine et il te la remplace au bout de X années. C'est-à-dire que moi, ça ne m'empêche pas plus de dormir que ça, même dans quelques années, puisque toutes mes autres montres, y compris celles avec lesquelles je vais dans l'eau, ne disposent pas de cette technologie et c'est
pas nécessairement un problème, mais eux, ils poussent la technique jusqu'à vraiment s'assurer qu'il ne puisse y avoir aucune erreur de Ouais. fonctionnement qui soit Ouais. liée à ça. Ouais. Boris, le processus d'achat de tout ça, tu nous as parlé de ZM1, 2, 3, la tienne et la 3F, donc on a compris que la 3F, on va dire, était un peu une version civile de la 3. Oui. Euh, tu as creusé tout ça. Vous avez compris, les amis, avec Boris, c'est pas la peine d'aller regarder le site internet de la marque parce qu'il y en a moins. Je suis allé sur la fiche technique de ce modèle, Boris, et il y a quand même pas mal de choses que tu as précisées ici que moi j'ai pas lu, notamment cette petite capsule sur la hanse on va dire à 7 heures. Ouais. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tout ça, ça a été un cheminement qui a fait que tu t'es décidé à prendre cette zine EZM3F, ou alors, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, mais on sait que Boris a une zine U50, si je ne me trompe pas, Ouais, euh, tout à fait. que, que l'on voit ici, elle est en TJ-ment celle-là. Elle est complètement tégimentée. Ouais, Alors tiens, voilà. je l'ai sortie d'ailleurs pour l'occasion, hein. Attends, bouge pas qu'on puisse la voir, que tout le monde puisse la voir. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, euh, la voici. Ouais. Donc Et ça si veut tu dire qu'en regardes fait, ouais, l'arrière de la boîte, tu ouais, vois qu'il y a un petit sigle qui indique que l'intégralité de la boîte a été tégimentée. Et j'ai d'ailleurs le bracelet assorti à ça, tégimenté aussi. À ceci près que je ne porte quasiment plus du tout de bracelet métal parce que je trouve ça un peu inconfortable, notamment à Hong Kong où tu as des grosses variations de température et je préfère de loin les bracelets en nylon, tissu ou en caoutchouc que je trouve beaucoup plus confortable. ouais. Mais effectivement, moi, j'ai la Zine U50 depuis qu'elle est sortie, hein, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle a dû sortir je ne me rappelle plus si c'était 2020 ou 2021, mais moi j'avais passé commande quelque chose comme 15 jours après qu'elle soit sortie. Elle a eu un succès tel que j'ai mis 9 mois à l'avoir, alors qu'au départ elle était donnée à 3 mois, mais ils ont été pris de court par le succès de cette montre-là. Et moi, j'en suis très, très, très content parce que, encore une fois, celle-ci a un aspect technique puisque elle est faite dans un acier de sous-marin qui est 2 fois plus dur au départ déjà que de l'acier 316L normal et sur lequel, en plus, il y a ce procédé de sémentation, c'est ça le terme technique en français pour ça, donc de durcissement de surface en plongeant en fait le boîtier et la lunette et donc le bracelet dans dans un, euh, dans un bain de plasma riche en carbone et sur lequel en fait les molécules de carbone viennent s'intégrer au métal au niveau moléculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une pellicule supplémentaires, Ouais, comme ce que tu as de temps en temps quand tu as du DLC, tu vois, où effectivement c'est juste une couche superficielle. Là, c'est une couche très fine, peut-être 4-5 microns, mais sur lequel le carbone vient se fixer à l'intérieur des molécules de métal et durcit très sensiblement la surface. C'est-à-dire que sur un 316L normal, tu es à peu près à 200 Vickers de dureté. de dureté, ouais. Sur l'acier de sous-marin, tu es à 350, donc quasiment au double. Et sur de l'acier de sous-marin sémenté, tu es à 1200. Donc, tu es à 6 fois l'acier normal. Et Ouais, moi, j'avais pris ce modèle-là parce que, je trouvais le design fantastique. Tu en avais parlé. D'ailleurs, il y avait eu un de tes invités qui l'avait ouais, présenté, où ça ressemble, le cadran et les aiguilles, ça ressemble à un Lego ou à un Tetris. ouais. Donc, c'est un truc vraiment très, très spécial, mais c'est quelque chose de complètement increvable. Alors, moi, c'est ma montre de sport. Je fais du tennis, du bateau, de la gym, de la rando avec. Ça ne bouge pas. À l'intérieur de ça, tu as un Celita SW300 donc, un truc vraiment reconnu, fiable, facile d'entretien en plus, qui tient d'ailleurs très bien l'heure, la mienne doit être à 5-6 secondes par jour en moyenne. Et moi, j'ai pris tellement de plaisir à porter ça, notamment cet été. Cet été, je suis rentré en Europe, j'étais
en Angleterre et en Espagne sur la Costa Brava, au total pendant quasiment 2 mois. Et j'avais pris mon U50 et j'avais aussi pris mon Omega Speedmaster 3861 Exalite parce que c'est une de mes montres préférées. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai passé 90% du temps avec la zine au poignet. Et parce que, tu vois, en été, ça craint rien. Bon, moi, en plus, j'ai un petit garçon qui a maintenant 20 mois, à qui il faut donner le bain, avec qui il faut Eh, jouer, etc. Ça passe quand même mieux avec une Zine eh oui, U50 avec les alites, quoi, hein. Donc, on en revient à la problématique de l'étanchéité de la speed qui est à 5 atmosphères, 50 mètres, donc autant dire qu'en fait elle n'est pas étanche du tout. Et je suis forcément, pas d'accord avec ça. Je suis comment? pas d'accord avec ça, Ouais. non, parce que il fut un temps où la Speedmaster était effectivement donnée à 30 mètres. Et je me rappelle sur Chronomania, puisque Oui, mais là elle est à 50, elle est à 50 seulement. ouais, ouais, non, mais à l'époque sur Chronomania, les mecs rigolaient en disant ouais, elle est étanche à 30 mètres de la flotte. Voilà. Et on sait très bien que 30 mètres, ça ne veut pas dire grand-chose, Bien mais sûr. étanche à 50 mètres validé par le METAS, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, ils te prennent la montre et ils la plongent, c'est des tests du METAS, ils te la plongent à 5 atmosphères plus une marge de 25%, donc 62 mètres et demi, 6,25 atmosphères. Donc la montre, elle est testée à ce niveau d'étanchéité. Et Omega communique sur le fait que tu peux aller nager avec les Speedmaster actuels. Attends, j'ai une question pour toi, Boris. Ça veut dire que le 50 mètres de la 1861, schématiquement, enfin la 311-30, hein, c'est-à-dire celle qui a précédé la 38-61, qui était à 50 mètres mais pas métas, pour toi, le 50 mètres là, version métas, est bien plus significatif que Oui, précédemment? Ok. oui. Pour moi, Meta, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce qu'ils font ces tests de manière très rigoureuse. Ils font X tests au niveau du magnétisme. Ils magnétisent la montre, ils la démagnétisent, ils voient les écarts par Oui, ça, rapport à là-dessus, ça. Tu vois, non mais, mais pour moi, oui, il y a une vraie. Encore une fois, c'est un organisme tierce qui valide le test d'étanchéité de la montre complètement montée, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste ta boîte duquel ils ont retiré le mouvement, c'est le produit fini qui ouais. se fait tester. Donc, le fait que ça ait cette accréditation, le fait que Omega dise oui, vous pouvez aller nager avec cette montre, parce que Omega, ils n'ont aucun intérêt à dire ça si c'est pour se prendre en SAV des dizaines ou des centaines de montres qui n'auraient pas tenu cette étanchéité. Ouais, Donc, pour moi, ouais. je suis allé me baigner avec ma 3861 Exalite. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à la passer sous l'eau. Maintenant, c'est pas nécessairement la montre que j'emmènerai en priorité pour des sports nautiques. C'est pas nécessairement la montre avec laquelle j'ai envie de jouer avec mon gamin parce que sur de l'Exalite, ça se raye quand même. Donc pour ça, je préfère quand même quelque chose avec un verre en saphir, saphir inrayable et avec, pour le coup, Ouais, un boîtier à toute épreuve. Donc ouais. ça c'était la démarche sur la U50 et pour le sport. Mais j'ai tellement apprécié de la portée que je me suis dit, bah tiens, là, moi, quand je pars en vacances ou que je voyage, j'emmène, dès que c'est plus de 15 jours, j'emmène systématiquement 2 montres avec moi, mais ce serait pas mal d'avoir un truc que je puisse emporter en montre unique. Et le truc, c'est que la Zine U50, c'est quand même assez clivant comme design. C'est pas la montre qui va le mieux avec une chemise Ouais. ou avec un costume. Ra- Que le rappelle-moi le, ZM3, rappelle-moi le diamètre de la U50, c'est 42 de mémoire ou 43? non, non, la Non? U50, c'est 41. 41, ok. Ok, donc le même Mais ça, diamètre que celle-ci. Le même diamètre que oui, la EZM. Ok. mais c'est trompeur parce que les diamètres de ces deux montres sont pris au niveau de la lunette. Et la lunette dépasse de chaque côté d'au moins 1/2 mm. Ce qui fait qu'en fait, le boîtier, en termes de sensation de portée, la 3F se porte plus comme un vrai 40 et, la Zine U50, elle se porte plutôt comme un 39,5, voire 39,
parce qu'elle est encore un peu plus fine, que les anses sont plus fines et que les anses sont un peu plus courtes, je crois d'un demi-millimètre. Donc en fait, il ne faut pas se laisser arrêter par la taille de 41 en se disant ah là, ça va être trop gros. En l'occurrence, je pense qu'il y a plein de gens qui portent des modèles en 39 ou en 40 qui vont vraiment s'y retrouver avec ces modèles-là. Ce n'est pas du tout Ouais. des modèles imposants au poignet, contrairement à ce que les 41 mm pourraient laisser penser. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, on avait fait un duel time avec Julien, que je salue à l'occasion, justement avec une Zine U50, et moi j'étais complètement tombé red dingue de cette montre, et pour le coup, j'ai eu l'occasion, en rencontrant les équipes de Zine, d'essayer justement cette U50. Et enfin, pour moi, je l'ai trouvée trop grosse. C'est pour ça que je pensais qu'elle était en 42 ou en 43. Tout ça, ben, bien évidemment, c'est une affaire de sensation et de feeling. Et peut-être qu'en fait, elle n'était pas si grosse que ça. Mais comme tu dis, elle est très, très, très clivante dans son look, dans son style, dans sa radicalité, tout en Ouais, géométrie sur le cadran, etc. Elle est, on va dire, beaucoup moins conventionnelle que oui, ta EZM, dont on va dire quelque chose qui n'est pas du tout conventionnel sur la EZM, c'est la lunette qui est pardon, la couronne qui est à 9 heures. Ça, c'est un des oui, éléments qui t'a séduit justement quand tu as décidé de te... Allez, je vais prendre... Je veux une zine, c'est-à-dire une autre zine ouais, robuste, vraiment que je peux porter au quotidien dans toutes conditions sans me poser de questions. ouais. Ça, c'était le cahier des charges. Mais tu en as d'autres. Ouais, T'as la 556 de mémoire, très, oui. très, très classique saisine. Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur celle-ci? La dimension technique, ça, tu nous l'as dit, mais est-ce qu'il y a d'autres Oui, raisons? Tu as parlé d'esthétique un petit peu aussi. oui, et alors la 556, je trouve ça fantastique comme modèle. Tu vois, dans le style Field Watch à la Explorer, mais tu vois, encore à un niveau de prix acceptable, c'est un super modèle. Moi j'aimais vraiment bien la lunette pilote Contarbo, que Ouais. j'ai aussi sur ma Tudor FXD, que je trouve très utile au quotidien. Sachant que, bon, après, faut être clair, hein, tu ne mesures pas nécessairement des temps de mission ou quoi. Ce que tu mesures avec ça, c'est savoir combien de temps il faut laisser les nouilles bouillir sans trop les cuire. Quoi. Tu vois, c'est ça, les aventuriers modernes, c'est ça ce qu'ils font, tu sais, ou les œufs à la coque. C'est ça la vraie dimension d'aventure dans ma vie de tous les jours, en tout cas, ou de fonctionnalité. Mais bon, blague à part, le truc, c'est que j'avais envie de cette fonctionnalité supplémentaire. La couronne à gauche, pour moi, c'était aussi un plus, au même titre d'ailleurs que la couronne à 4 heures de l'U50, ne serait-ce que parce que quand je fais du sport ou quand je fais du tennis, j'ai pas envie, si je fais une chute et que mon poignet se trouve en hyperextension, Ouais, ouais. d'avoir la couronne qui me rentre dans l'arrière de la main. Parce que ça m'est arrivé une fois. À l'époque où je faisais encore du sport avec ma Rolex Explorer 2 16570, parce que oui, il y avait quand même encore des gens qui faisaient du sport avec des Rolex dans le temps, avant que ça devienne des modèles à 10 000 balles. J'ai fait une chute une fois où mon poignet s'est retrouvé en hyperextension et la couronne m'est effectivement rentrée dans l'arrière de la main. Grâce au ciel, j'avais encore un bracelet sans flip-lock, tu sais, parce que la mienne date de 95, donc sans l'arceau de sécurité, ce Ouais, qui fait que le bracelet a sauté immédiatement. ouais. S'il n'avait pas sauté immédiatement, je pense que j'aurais pu me faire vraiment mal, voire peut-être me casser un os à l'arrière de la main. Et c'est toutes ces EZM qui ont la couronne à gauche, c'est justement fait pour ne pas gêner du tout le poignet, les mouvements du poignet. Donc moi, je trouvais ça esthétiquement pas commun et fonctionnellement pour une montre de sport adaptée, en tout cas adaptée au sport que moi je fais. Ouais. C'est souvent ce que l'on peut lire sur ce que le marché appelle, et je ne sais pas trop d'où ça vient, peut-être que tu le sais, ce terme d'estro. Ouais, Effectivement, il y a moins de problématiques à être gêné justement lorsque la main est pliée ou en hyperextension, comme tu le précisais.
Et puis, quand on utilise ses mains pour faire quelque chose, c'est-à-dire au quotidien, on utilise tout le temps ses mains, de fait, la couronne à 3 heures est mécaniquement beaucoup plus à risque d'être impactée par un Oui, objet, par quoi que ce soit. Et même si les temps ont changé, mais il faut se remettre quand même à une époque où avoir l'heure était vital. Je ne parle pas de plongée sous-marine, je parle simplement au quotidien. Comment savoir être où, à quelle heure, etc. Donc il fallait absolument que sa montre marche. Et le maillon faible d'une montre, encore aujourd'hui, on peut en parler tout à l'heure, Boris, avec l'étanchéité de la Speed et les progrès qu'elle a fait avec la certification METAS, le point faible d'une montre en termes d'étanchéité, c'est la couronne. oui, Est-ce que tu sais d'où vient ce terme destro, Boris? oui, 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 c'est un terme qu'on doit au Paneristi à l'époque, puisque en fait, vers quand ils ont commencé à ressortir la marque sous management de Richemont Ouais. à partir de 98, un des modèles au départ, en fait, je crois que c'était le modèle 4, si je me rappelle bien, qui avait effectivement une couronne à gauche et un boîtier en PVD. Et comme c'était une marque d'origine italienne, les gens ont appelé ça destro. Mais destro, ça veut dire droit. Donc c'est comme si c'était une montre qui était destinée à être portée au poignet droit d'un gaucher. Alors qu'en fait, moi, l'intérêt que je vois, c'est de la porter effectivement au poignet gauche et de ne pas avoir la couronne qui te gêne, a fortiori dans une Panerai de 44 mm et avec une couronne aussi imposante que ce qu'il peut y avoir sur les modèles Luminor et Luminor Marina, où effectivement là, ça peut vraiment te rentrer dans le poignet. C'est quand même des trucs très très imposants. Donc oui, ça on le doit à Panerai et aux panéristes à l'époque. Ah, c'est clair, Boris, que celui qui joue au tennis avec une Panerai Luminor et qui se fait une hyper extension du poignet, et s'il est gaucher et qui porte sa montre à gauche, c'est clair que le protège-couronne va lui faire une marque, ça lui fera une belle trace de scarification de sa Panerai. Euh, Tu as été longtemps un panéristi, un amateur de Panerai. Tu nous expliquais, je me souviens plus dans quel épisode précédent ensemble, que c'était quelque chose de plus ou moins révolu. Quel regard tu as sur ce que fait Panerai ces derniers temps? Écoute, il y a du bon et du moins bon. Franchement, ils ont assez mal négocié le passage sur les mouvements de manufacture, c'est-à-dire quand ils ont arrêté les unitas. Et avec une inflation des prix absolument délirante à ce moment-là, c'est pas les seuls, hein, mais il y avait ça. Et surtout, sortant des modèles qui ne correspondaient absolument plus à leur ADN, c'est-à-dire qu'ils ont quand même sorti des modèles avec une étanchéité de 30 mètres. Je veux dire, quand tu as tout ton ADN qui repose sur le fait d'être des montres de plongée, de sortir des montres à fond clippé et une étanchéité de 30 mètres, c'est quand même difficile, quoi. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas mal chez eux. Ils ont sorti des lumineurs submersibles en 42 mm, donc des trucs beaucoup plus portables que les 44, qui sont très chouettes. Ça me plaît pas mal. Mais on va dire que dans le catalogue actuel de chez Panerai, il n'y a pas 50 000 trucs qui me plaisent plus Ouais, que ça. ouais. Mais je peux en dire autant de toutes les marques. Moi, il y a toujours quelque chose dans une marque qui me plaît à un moment ou à un autre. Et il y a pas mal de trucs qui ne me plaisent plus. Rolex, moi j'ai été dans cette marque-là, j'étais vraiment fan de ça pendant des années et des années. Là, dans le catalogue actuel, il y a Ouais, ouais. Là, probablement moins de ouais. 10% du truc qui me plaît, quoi. J'ai envie de te dire deux choses, Boris. Souvenons-nous de Romain qui est venu sur la chaîne présenter sa Moser Pioneer méga cool. Je ne sais Ah, pas ouais. si tu as vu cet épisode. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un Paneristi et en fait, à 10 000 balles la Panerai, il s'est dit, mais moi je veux bien les mettre, les 10 000, mais j'en veux nettement plus que ce que me propose la marque. Ah Donc oui, ça montre bien qu'il y a des cycles. Et le propre d'un cycle, c'est là tu t'es, on va dire, un peu détourné, ou tu apprécies moins Panerai et ou Rolex, peut-être par le manque d'innovation, l'augmentation des prix, etc.
N'oublions pas, là on regarde le marché très spéculatif Ouais, ouais. réellement sur les 5 dernières années. On voit bien que les choses sont en train de changer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me projeter sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Il n'est pas impossible que tu reviennes à Panerai et Ouais. Rolex au gré de ce qu'ils vont proposer et que de la même façon, moi qui ne suis ni Panerai ni Rolex, un jour peut-être. Et le fait de me dire un jour peut-être, c'est ça qui me motive et qui me passionne tous les jours à regarder ce que proposent les uns et les autres. Après, on peut toujours se moquer, on peut toujours critiquer des prix, on peut toujours se dire ils en font pas assez, ils en font trop, ils font ci, ils font ça. Euh, Laissons du temps au temps et je pense que c'est quand même ce qui nous intéresse. Sinon, si tout ça était fait de certitude, ça fait belle lurette qu'on arrêterait de regarder ce qui se passe sur le marché, quoi. Non, mais tu as raison. Et moi, puisqu'on parle de Rolex, moi, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu il n'y a pas très longtemps pour présenter sa nouvelle version de l'Air King. Oui, Ça, par exemple, c'est autant j'aimais pas la première version qu'ils avaient sortie de l'Air King, en fait, qui était une Milgauss revisitée avec un cadran un peu bizarre, alors que là, je trouve qu'elle est vraiment chouette, mais je ne vais même pas m'embêter à aller chez un concessionnaire parce que je sais qu'à Hong Kong, c'est même pas la peine de leur demander de se faire mettre sur liste d'attente, ça sert à rien. Les marques passent directement sur le marché gris, ou alors si tu es un VIP et que tu balances pour 100 000 ou 200 000 euros par année de bijouterie, de Jonkai et d'autres modèles que tu payes plein pot, ils vont accepter de te mettre sur liste d'attente, mais c'est pas mon kiff. ouais, Et de deux, moi, mon problème par rapport à Rolex, c'est bon, à Hong Kong, c'est pas vraiment un problème, à Singapour ou à Tokyo non plus. Mais moi, par exemple, je n'ai pas envie de me balader à Paris ou à Londres ou à Barcelone, qui sont les trois villes européennes que je fréquente régulièrement, avec une Rolex au poignet. ouais, Parce ouais. qu'il y a un vrai problème de sécurité par rapport à ça. Donc, si ça se calme, si ça crache et qu'il n'y a plus ces problèmes de sécurité, on verra. Mais pour en revenir à Rolex ou pour en revenir aux Suisses, à Panerai ou à Omega, etc., moi, je trouve qu'on passe trop de temps à critiquer ce que font les Suisses. Ils sont critiquables par certains excès qu'ils ont pu commettre, mais je trouve que, d'une manière générale, la communauté des gens qui s'intéressent aux montres est beaucoup trop indulgente par rapport à Seiko, par exemple. Moi, j'adore Seiko. Hein. Je veux dire, comme tout le monde, je veux dire, on a tous une cote d'amour par rapport à ça parce qu'on a tous eu une Seiko. Il y a des designs qui sont vraiment très importants, super et tout ça. Mais quand tu vois ce qu'ils font au niveau de leur politique tarifaire, j'hallucine. C'est-à-dire que maintenant, je suis allé voir leur catalogue l'autre jour, jusqu'à 600-700 euros, ils ont des modèles sur base de mouvement 4R sur lesquels ils ne donnent même pas de déviation par rapport à la précision. C'est-à-dire que si tu la prends et qu'elle dévie d'une minute et demie par jour, ben, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas autrement. À partir de 700 euros jusqu'à quasiment 1800 euros, ils te sortent des modèles qui sont sur la base de mouvements 6R donnés de moins 15 à plus 25 par jour. C'est 4 fois le COSC. Hein Ouais. sur les déviations. Alors, il y a des gens qui vont dire en commentaire, oui, mais la mienne, elle est qu'à 2 secondes par jour, donc c'est n'importe quoi. Oui, mais à partir du moment où le constructeur ne s'engage pas là-dessus et que tu la prends et qu'elle est à 20 secondes par jour, ça devient un tout petit peu comme tu vois, la boîte de chocolat de Forrest Gump, quoi. Tu sais pas trop tu sais pas trop ce que tu vas tirer. Et alors ça, c'est déjà un autre truc. En plus, les mouvements 6R et notamment le 6R35, c'est des mouvements qui sont vraiment compliqués à réguler. Et même des horlogers compétents sont obligés de s'y reprendre à 2 fois pour être capables de les réguler. Et alors après ça, après tu as un vide en fait de quasiment 2000 à 3000 euros. Et à partir de 3000 euros, en tout cas sur leur gamme Prospex et au-delà, ils te mettent soit des montres sur base de mouvements grand Seiko, mais pas décorés ni régulés comme des mouvements grand Seiko, ce qui sont quand même les opérations qui prennent le plus de temps, donc qui coûtent le plus, et qui sont données de moins 10 à plus 15, c'est-à-dire 2 fois et demi le COSC, ou alors ils viennent de sortir de nouveaux modèles sur base de mouvements 6L.
ce qui est globalement leur tentative de sortir un état 2892. C'est-à-dire qu'une des grandes critiques qui est faite à Seiko, c'est d'avoir des mouvements qui sont typiquement un tout petit peu trop épais, donc ça te fait des pavés. Ouais. Là, ils t'ont fait un mouvement plus fin, 45 heures de réserve de marche, 4 Hertz, et c'est quasiment les mêmes dimensions qu'un 2892 ou qu'un Sellita SW300, sauf qu'ils te les mettent dans des montres à 3000 balles et davantage, avec une déviation de moins 10 à plus 15. Donc moi, quand je vois ça et quand je vois ce que fait la concurrence par ailleurs, je me dis, ça va, ils ont complètement perdu les pédales chez Seiko. Ouais, ouais. Alors, en fait, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a, il y a des, il y a des choses qui expliquent ça. La communication de Seiko est très particulière dans plein des domaines, avec des terminologies qui sont les seules à utiliser pour leur verre, pour l'étanchéité, pour tout un tas de choses. Euh, si on creuse de très près comme tu le fais, bah effectivement, la problématique c'est que une même Seiko, une plongeuse, tu vas avoir une Prospex entrée de gamme à 499 € et tu vas avoir une autre Prospex qui, vue de loin, ressemble beaucoup à la précédente qui va être à 3000. Bah ça fait partie de leur stratégie d'une marque hyper puissante en termes de notoriété, avec un savoir-faire historique et industriel qui est pas discutable, et sur des marchés où finalement, là je parle de Seiko, hein, je parle pas de Credor, je parle pas de Grand Seiko, etc. Bien Mais sûr. sur un marché où en fait l'acheteur Seiko, que ce soit sur une Seiko 5 ou une SKX précédemment, ou alors une Tuna ou une Prospex vraiment radicale, aucun de ces acheteurs-là, je pense, ne s'intéresse à la précision. Je peux me tromper en disant ça. Moi, j'ai quelques Seiko. Je suis pas non plus un grand fan, mais c'est pas leur sujet de business ni leur positionnement produit. Tu vois? Non, mais parce qu'ils ont des designs qui leur permettent de le faire. Tu parles de la Tuna, c'est un cas de figure. Leur 62 Mass, qui est un de leurs designs iconiques, on va dire, si ce n'est que le 62 Mass, c'est un peu en train de devenir pour Seiko ce que la Speedmaster est pour Omega, c'est-à-dire le truc qui décline avec 50 000 éditions pseudo-limitées. C'est-à-dire qu'ils te sortent un truc, ils disent « Ah, c'est limité à 2000 exemplaires ». 2 ans plus tard, ils te ressortent la même avec une aiguille bleue. C'est le genre de truc. Leur série limitée, c'est plus que 2000 exemplaires. Ça, c'est un autre problème de Seiko, ça. Ouais. Tu vois, ils en ont beaucoup. Mais si tu me permets, Boris, revenons sur ta zine. Moi, il y a un truc qui m'a étonné. Au début, j'ai pas vu qu'elle avait la date. Bon, après, j'ai vu la date à 3h30, mais j'ai pas fait attention. En fait, je me suis dit, oui, bon, elle est assez classiquement, sur pas mal de modèles quand même, à 4h30. Mais non, elle n'est pas à 4h30. Elle est à 3h30. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qui explique ça? Et alors que c'est un Sellita SW200-1, c'est-à-dire comment dire, une architecture issue du 28-24. Donc en fait, c'est un calibre qui a 70 ans, quoi, quasiment. Hein. Si ce n'est 70, c'est peut-être 60, quoi. On peut comme ça mettre le guichet date où on veut, parce que là, c'est quoi la logique de le mettre à cet endroit-là? Écoute, je pense que c'est la logique de la mettre à cet endroit-là, ou d'ailleurs à 4h30, c'est de préserver l'harmonie du cadran et de ne pas venir couper dans un des index. C'est la seule raison que je vois. Puis après, une date, tu peux la mettre à peu près où tu veux. Hein. Après, il suffit de décaler le disque de manière concomitante. Et tu as ça. Moi j'aime bien ça parce que justement, ça préserve l'équilibre des index et ça permet d'avoir un index à 3 heures qui est la même longueur que celui à 9 heures, donc préserver la symétrie du cadran. Alors effectivement, elle est assez petite, mais pour moi, elle reste relativement bien lisible parce que elle est en blanc sur fond noir. Un des reproches que j'avais sur l'EZM3, c'est qu'elle était rouge sur fond noir. Et là, il faut quand même s'accrocher pour lire. Alors, en tout cas, pour ma vue qui baisse, y compris avec ma correction,
j'avais du mal à voir l'heure sur le modèle 3, sur le modèle 3 quoi, de Voilà, changer. voilà une des raisons, les amis, pour lesquelles bientôt Boris va revenir au Rolex. Il va avoir besoin du Cyclope pour pouvoir lire la date. C'est ça. Quel est le petit détail, Boris, que tu préfères sur cette montre? Écoute, le design de manière générale me plaît énormément parce que tu vois qu'il y a il y a un vrai effort. Quand tu regardes cette montre, en fait, c'est un pot pourri de différents trucs. Si tu regardes les index et l'agencement du cadran, c'est très inspiré, on va dire, de la Ploprof. Tu vois, effectivement, Oui, la manière dont les annexes sont faites. oui. Tu regardes le boîtier et les cornes, en fait, elles sont issues de ce que tu pouvais trouver sur les Heuer Otavia dans les années 60. Oh, Ces cornes très angulaires, comme ça, tu trouves ça sur des modèles Otavia. on n'est pas, Tu Boris, as, on n'est pas très loin du boîtier de la 62 masse non plus, hein. Je parle des anses. c'est Je parle des anses. Ouais, non, le boîtier de la 62 masse, c'est encore un truc à part parce que les cornes sont encore plus réduites et tu as cette section droite qui est caractéristique des boîtiers de la 62 masse ou de ce que tu as sur la CQ, puisque, encore une fois, c'est pas Seiko qui a inventé ce boîtier-là. Moi, après avoir fait des recherches, encore après la vidéo qu'on avait faite, c'est Aquastar qui avait sorti ce design de boîtier-là en 1963, c'est-à-dire 2 ans avant l'introduction de la 62 masse. Donc non, ce boîtier-là, si tu vas faire des recherches sur Heuer Otavia dans les années 60, tu verras que tu te retrouves avec ces anses très géométriques, très facettées, donc qui s'intègrent bien à ce boîtier-là. Donc couronne à gauche, inspiration de cadran Pleuprof, mais ils réussissent à te mettre ça dans un package qui reste cohérent et qui donne vraiment l'impression d'un truc que tu n'as pas vu ailleurs. Donc moi j'aime bien le design. Maintenant, si je devais donner un tout petit détail, c'est que si tu regardes bien la lunette et l'insert de lunette, sur la plupart des montres qui ont effectivement une lunette tournante comme ça, l'insert de lunette va jusqu'au vert. Donc, il n'est enchâssé que sur la partie externe Ouais, de la ouais. lunette. Alors que Alors que là, celle-ci, en fait, tu as une lunette, la lunette en fait interne. Et ça crée une délinéation entre le cadran et la lunette que moi j'aime beaucoup parce que ça donne cette impression de ouais, netteté. ouais. Et c'est vraiment ça que j'aime sur cette montre, c'est net, c'est hyper précis, il y a rien qui n'est pas à sa place. Mais d'un autre côté, elle n'est pas non plus rébarbative parce qu'ils ont quand même ajouté quelques touches de couleur, puisque tu as cette couleur rouge carmin, en fait, pour le Einsatzzeitmesser et le sigle AR qu'ils ont gardé. Qu'est-ce que ça veut dire AR, Boris? Ben, au départ, c'est quand ils utilisaient l'argon D'accord. comme gaz inerte. Ok. Mais c'est aussi un clin d'œil, c'est aussi ce sigle-là, c'est aussi un clin d'œil au Heuer 1550 de la Bundeswehr des années 50. Ils avaient un sigle 3H en rouge comme ça, dans la même couleur sur ces modèles-là, et qui indiquait le fait que le cadran et les aiguilles étaient au tritium, puisque le tritium est un isotope de l'hydrogène, et donc 3H, c'est le sigle Ok. qui dénote de Ok. ça. Ok. Et donc ça, c'est un clin d'œil effectivement à ces montres militaires, qui d'ailleurs que Zinn connaît très bien, puisque une des premières choses que Zinn a eu quand Helmut Zinn a fondé la marque en 61, c'était un revendeur Heuer, et ils ont touché donc les contrats de maintenance des Heuer 1550 Bundeswehr à ce moment-là. Donc c'était les contracteurs de l'armée allemande pour maintenir leur modèle. Donc le fait qu'il y ait ça, c'est un rappel historique un peu à ces modèles qui sont assez mythiques en fait, hein, pour les gens qui s'intéressent aux modèles militaires. C'est vraiment un modèle assez important, Ok. les modèles 1550.
Ouais. Quelle est l'entrecorne? Sur les images comme ça, on a l'impression, et ce serait assez un peu surprenant pour un boîtier en 41, on a l'impression que tu es en 22. C'est une illusion d'optique ou c'est du 20? C'est c'est du 20, C'est du 20. standard. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, on voit on voit aussi le style Boris, hein. Ici, on a un bracelet on va dire, vert d'eau tirant sur le bleu ou bleu tirant vers le vert, qui se marie très très bien avec le pull que tu as à ce moment-là. Donc, tu changes souvent de bracelet? Oui, alors celui-là, en l'occurrence, c'est plutôt un vert bronze ou un marron bronze. Ça vient d'Esprit Natto, pour ne pas les mentionner, qui fait des nattos 2 pièces. Euh, je te montre au niveau de la boucle et du passant. Et moi, j'aime bien les modèles en 2 pièces comme ça parce que moi, la finesse des montres, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour que ça passe en dessous d'une chemise, notamment pour une montre de voyage, et que j'ai pas envie de donner de l'épaisseur supplémentaire en y mettant encore Tu une voire peux, 2 couches tu- avec un natto 2 brins Ouais, ou un ouais, brin. ouais. Je pense que de toute Donc, façon, c'est ouais, c'est ça le vrai atout du faux natto, on va dire. Enfin, oui, du faux natto, du natto bibrun, c'est que on se retrouve pas avec un demi-centimètre d'épaisseur additionnelle entre le bracelet lui-même qui est pas plaqué contre le poignet et qui remonte sur le côté propre au fonctionnement même du natto. Là, c'est effectivement ouais. pas mal du tout. S'il y avait, pour terminer, avant qu'on vienne aux trois alternatives, les amis, on se régale avec Boris. S'il y avait un adjectif qui, pour toi, qualifie cette montre, ce serait lequel? Sérieux. C'est une montre sérieuse. Voilà, encore une fois, c'est épuré, il n'y a rien qui n'est pas à sa place, mais en même temps, je ne la trouve pas rébarbative du fait de la couronne à gauche, de la touche de couleur, etc. Mais c'est quelque chose où vraiment la fonction crée la forme. Et moi, j'aime vraiment ça sur cette montre. Et c'est vraiment le genre de truc que je peux porter à peu près en toutes circonstances. Tu vois, c'est pas la montre la plus habillée, c'est pas la montre qui va aller le mieux avec un blazer ou quoi, mais ça passe. Alors que Ouais, la ouais, U50 avec ça, ouais, ouais, c'est quand c'est même ça, compliqué. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ce que tu cherches, une montre que tu peux porter au quotidien, sérieuse, solide, fonctionnelle, somme toute issue d'un ADN militaire et de façon chez Zinn, au regard de l'histoire d'Helmut Zinn lui-même, dans l'armée allemande comme pilote, comme instructeur, pardon, et puis tout ce qu'ils font par ailleurs, bah, clairement c'est l'ADN de Zinn. Et en fait, toi, tu avais besoin, tu voulais une montre comme ça, mais qui soit civilisée, où lorsque tu es en fonction de ton dress code, ça passe, là où effectivement la U50 c'est plus difficile. Boris, on a fini la première partie. La Oui, deuxième, les amis, je vais te présenter trois alternatives. J'ai fait un choix assez simple de modèles peu ou prou dans la même gamme de prix, hein, c'est-à-dire autour de 2000 €, ouais, et qui sont des modèles Destro, donc avec la couronne à 9 heures. ouais. Toi, tu devras nous dire pour chacun de ces modèles ce que tu en penses, comment tu réagis dessus, sachant que tu ne les as pas vus, tu vas les découvrir avec tout le monde. Et tu n'auras pas le droit de voter pour ta montre à toi, bien évidemment. Et vous, les amis, je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté pour voter pour celle que vous préférez parmi les quatre, sachant que ça va quand même être difficile parce que Boris, c'est quand même un sacré client pour nous expliquer toutes les vertus de sa montre. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Je suis prêt. Allez, c'est parti, mon kiki. Nous avons une Yema Superman 500 d'Estro. Et oui, couronne à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que Yema, depuis quelques années, ressorte des modèles vraiment intéressants, puisqu'ils ont sorti des modèles GMT aussi. C'est une marque historique en plus, Yema, c'est une marque française. Donc moi je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font. J'ai pas toutes les caractéristiques techniques par rapport au mouvement ou quoi, mais j'ai vu la version pas destro
que je trouve très réussi. Oui, Là, alors ça, ça je te souhaitait. les ai pas donné les caractéristiques. Je les communique pas puisque là, c'est vraiment l'idée, c'est de réagir visuellement. Tu vois, je donne pas non plus le diamètre parce que imaginons qu'elle soit en 45, ce qui est pas le cas. Ah bah non, mais moi j'ai un petit poignet, donc ça me va pas, donc en fait j'aime pas. Voilà, là c'est comme si tu as t'as une photo sous les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, attendez les amis, un appel parasite vient d'arriver, je raccroche. Voilà. Vas-y Boris. Écoute, non, moi, ça me plaît énormément. Bon, je suis pas sûr que le mécanisme de la lunette soit si pratique que ça, puisqu'en fait, ça te nécessite de dévisser la couronne, pour ce que j'en ai compris, avant de pouvoir régler Ouais, ta lunette. ouais. Mais dans l'absolu, j'aime vraiment cette montre, quoi. C'est vraiment sympa. Bon, c'est dans l'esprit vintage. Le bracelet, c'est quoi? C'est un bracelet 5 Ouais, avec 5 maillons. ouais. Il a l'air assez réussi aussi. C'est assez original. Non, moi j'aime beaucoup ça. Le cadran est épuré, aiguille des minutes flèche. Non, moi ça me parle. Moi j'aime bien ça. Voilà. Qu'est-ce que tu lui mettrais comme note de 1 à 5 à cette Yema Superman, Boris? Uniquement sur des critères esthétiques, sans savoir nécessairement le mouvement ou quoi, c'est ça? Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire comment elle te plaît à toi. Écoute, écoute, Alors, moi je lui mets 4,5 sur 5. 4,5 Parce sur que, 5. Ouais, ouais, parce que encore une fois, ça me parle pas mal. Voir ou porter, parce que les anses ont l'air quand même assez longues, hein. Mais je trouve que le style est assez ouais, heureux, en ouais. fait. Là, C'est bien ouais. réussi. Là, on a clairement le boîtier Superman, Ouais, effectivement avec des anses longues et des anses qui sont euh, assez, voire un petit chouïa trop horizontales. ouais. Qui fait que ça porte grand sur un poignet malgré son diamètre. Mais je rentre pas dans le détail du diamètre parce que sinon ça fausse, tu vois, ça fausse la discussion. Mais effectivement, c'est un sujet. Maintenant, regarde, euh, tu es en destro et pour pouvoir bouger ce petit insert métallique hein, qui fait la caractéristique esthétique et fonctionnelle de la Superman, il faut dévisser la couronne. Alors effectivement, on pourrait se dire, ça fait beaucoup de choses à faire quand ta montre est sur ta couronne est sur la gauche à 9 heures. Moi, je pense que ça répond aussi à une demande du marché avec Oui, un peu de diversité. Il y a des jeunes marques, je pense à Serica notamment, jeunes marques françaises qui marchent oui. fort et qui proposent systématiquement sur chacun de ces modèles d'avoir la couronne à gauche ou à droite. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'initiative, justement, de systématiser ça? Moi, je trouve ça très bien, puisque je vois pas quel est le problème à proposer des options supplémentaires. Tu vois, moi, je trouve que ce que Serica fait, d'ailleurs, je suis surpris de ne pas avoir une Serica, tu vois, dans les montres que tu me proposes là, parce que moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est super. Leurs montres sont vraiment très, très bien. Le niveau de prix, c'est quand même très, très placé. Je ne suis pas nécessairement un méga fan des mouvements Soprod, mais bon, indépendamment de ça, le fait qu'ils proposent ce type d'option, pour moi, c'est un plus. Parce que tu peux avoir l'un ou tu peux avoir l'autre, les deux marchent. C'est vrai que sur la Superman avec la couronne à gauche et qu'il faut nécessairement actionner pour faire tourner la lunette, fonctionnellement, c'est pas nécessairement le truc le plus au top. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui ai donné cette note sur des considérations purement esthétiques plus que de portée ou d'usage au quotidien. Je pense que si j'avais dû prendre ça en ligne de compte, elle aurait vraisemblablement eu moins. La série K, j'aurais donné une note très élevée parce que esthétiquement, je les trouve fantastiques et ce qu'ils font au niveau de leurs lunettes, qui a deux segments différents,
avec donc le temps écoulé et un deuxième fuseau horaire sur 12 heures, je trouve que c'est super bien vu. Et le fait d'avoir la possibilité de l'avoir en destro, moi, si je me prenais une série K, je pense que je me la prendrais en destro. Ouais. Allez, on enchaîne sur la deuxième alternative. Qui sait, il va peut-être y avoir une surprise avec une série K, mais tu ne le sais pas. On enchaîne avec quelque chose de plus connu, un peu plus cher, effectivement, pas dans la même gamme de prix. Pardonnez-moi, une Tudor Pelagos LHD. On avait eu Hassan il y a quelques temps sur la chaîne dans Duel Time qui nous avait présenté celle-ci. Je sais que tu es un amateur de Tudor, hein, tu en as plusieurs. Comment tu la trouves celle-ci? Alors moi, j'ai eu une Tudor Pelagos, première génération, encore avec un mouvement état à l'intérieur, mais donc couronne à droite, traditionnelle. Ouais, la Et noire ou c'était à la bleue? l'époque, oui, la noire, la première. Hmm. De toute façon, la bleue n'est venue qu'avec les mouvements de manufacture Tudor slash Kenissi. Donc, moi, Mais, j'avais mais, eu mais la première version t'as eu, donc tu l'as qui, plus? non, je l'ai plus. Super montre hein, d'ailleurs, hein, et franchement, une des montres qui avait la lisibilité la plus optimale, mais 42 mm, c'est quand même un modèle balèze. À l'époque, avec le mouvement ETA, elle était à 14,2. Avec le mouvement Tudor, elle est quasiment à 15. Trop épais pour moi. Moi j'en suis arrivé à un stade sur lequel les montres à plus de 13 mm et demi, c'est rideau, c'est ma limite supérieure sur l'épaisseur. Maintenant, la LHD sur les modèles Pelagos hors FXD, parce que les modèles FXD ont de très loin ma préférence, puisque j'en ai une, hein, j'ai le modèle de la Marine Marine nationale? nationale. Là, ils viennent d'en ressortir un autre en noir qui est aussi très joli. Donc, c'est un modèle que j'adore. Sur le modèle LHD, c'est sympa. Bon, tu as la date roulette, tu sais, avec les chiffres pairs en rouge, chiffres impairs en noir, un peu comme sur les vieilles Rolex des années 40 et 50. Après, tu as ces éléments de fausses patines qui, sur une montre aussi moderne que ça, jure un peu pour moi. Pour moi, c'est une faute. Sur un modèle aussi contemporain qu'une Pelagos, mettre des patines sur les index et sur les aiguilles, c'est pas le truc le plus heureux. Autant ça passe sur une Black Bay, je trouve, autant ça me passe moins bien sur un modèle très technique et très moderne. Ouais, c'est quand même une chouette montre, hein, je veux dire, et tu as un rapport, je pense, prestation-prix qui est quand même assez élevé. Moi, je lui mettrais 4. Tu mettrais Tu 4 vois, à cette, ouais, à ouais, cette ouais, Pelagos? je préfère la Yema, tu vois, Ouais. à ça. Non, Le mais jour où c'est, ils la feront, ouais. le jour où ils la feront dans des dimensions un peu plus respectables sans la fausse patine, la note pourrait monter. Mais là, a priori, c'est pas Ouais, nécessairement le truc ouais, ouais, qui me plaît le ouais. plus. Ouais. Et c'est assez surprenant aussi de mémoire, puisque justement, que ce soit celle avec le calibre ETA ou alors le Kenissi, mais avec le positionnement de la couronne classique à 3 heures, elle avait les index blancs. Ouais. Et je vois, j'ai jamais bien compris, comme toi, pourquoi être allé sur quelque chose de Ouais. crème, sachant qu'effectivement, quelqu'un qui ne serait pas impliqué dans la dimension passionnelle et émotionnelle de l'horlogerie, lui, il verrait simplement une couleur, alors que, on va dire, les plus amateurs d'entre nous, comme toi, Maurice, ils voient une logique de patine fictive. Et c'est là où je pense qu'il faut toujours se poser la question, mais à qui s'adressent les produits qui sont fabriqués? Et je pense que euh, peu ou pas d'acheteurs de cette Pelagos LHD ne se sont interrogés sur le fait que c'est un modèle tout nouveau sorti from scratch, et bravo à Tudor d'être innovant dans le domaine, produit tout nouveau from scratch, donc il n'y a pas de logique à essayer de rendre hommage ou de se souvenir de quoi que ce Ouais. soit dans le passé, mais je pense somme toute que l'acheteur de ce type de produit-là
lui, il se préoccupe pas de ce problème parce qu'en fait, il s'en fout, et il s'en fout parce qu'il ne le sait pas. Oui, alors je pense que c'est clairement le cas. Bon, après, il faut faire confiance à Tudor, qu'ils ont dû faire leurs études de marketing assez poussées pour savoir qu'il y a une clientèle à qui ça va plaire. Hein. Maintenant, oui, pour moi, c'est pas nécessairement mon truc, indépendamment des qualités évidentes de ce modèle. Puisqu'encore une fois, j'ai eu une Pelagos que j'ai adoré jusqu'au moment où j'ai trouvé ça trop imposant. J'en ai une autre, donc la FXD. Donc moi, ça fait quand même 2 fois que j'achète une Pelagos. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me parle au départ. Hein. Donc, alors tiens, en aparté, alors ça va peut-être t'intéresser aussi, et sans vouloir faire un plug pour la plateforme. Mais moi, je suis allé voir au moment de me prendre la zine sur Dailicious.com pour savoir s'il y avait un retour d'expérience sur ce modèle zine. Et j'étais tombé sur quelqu'un qui aimait d'ailleurs très bien le modèle, qui avait le modèle EZM3, qui avait le modèle 3F, on va le citer, il s'appelle Bazo Watches, qui est Ouais. d'ailleurs une très belle collection quand tu regardes des modèles qu'il présente, et qui lui disait, ah bah oui, ben moi, elle est super, j'avais la 3F, j'en étais très content, mais je la trouvais trop dépouillée. Et du coup, je m'en suis lassé, alors que je me retrouve totalement dans le ZM3. Et moi, donc j'ai regardé ça et j'ai dit, ah bah tiens, c'est super parce que lui, il est content de la montre, mais les trucs qui lui plaisent dans la 3, moi, ne me plaisent pas. Les trucs qui ne lui plaisent pas dans la 3F me plaisent à moi. Du coup, je ne pense pas me planter trop si je prends cette montre. Ouais, ouais, non mais t'as raison, t'as raison Boris. Et d'ailleurs, j'en profite. Je peux pas vous donner encore de date, les amis, mais sur la plateforme, bientôt, vous aurez la possibilité de voir de façon beaucoup plus visuelle et impactante la collection complète d'un membre de la plateforme. Alors quand je dis collection complète, c'est-à-dire dans la limite des avis qu'il aura partagés. Mais effectivement, on a Bazo Watches, on en a d'autres. Bientôt, on aura d'autres modèles, je l'espère, de Boris, qui vous permet en fait de comprendre le cheminement des gens. Et ce que tu as dit là, en fait, c'est ce que je cherche à faire avec Dailicious depuis le début, que ce soit sur la chaîne ou avec la plateforme, c'est-à-dire que une même montre, vous avez 2 personnes qui vont l'aimer différemment. Dans un cas, il y a une personne qui va vous raconter son histoire avec cette montre et vous allez vous dire ça m'intéresse pas. Et vous avez une autre personne avec la même montre, la même, qui va vous raconter son histoire à lui, et là vous allez vous dire ça m'intéresse, ça correspond à ce que j'aime, il faut que je regarde la collection de ce gars-là, et c'est comme ça que vous devenez intéressé et potentiellement un acheteur d'un modèle, alors qu'en fait, 3 jours avant, quelqu'un d'autre en a parlé, mais ça vous a rien dit, voire ça vous a fait fuir. C'est ça l'horlogerie, puisque sinon, là, on est en train de passer 1 heure ensemble avec Boris, on se régale, on pourra rester 4 heures. Ça va être le record du monde de la durée de Duel Time maintenant, Boris. Mais tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien, si ce n'est à nous amener un truc fantastique, de l'émotion, du rêve, du questionnement, de l'incertitude. Et y en a qui aiment X, d'autres Y. Eh bien, ma foi, prenons les signaux faibles de chacun. Et moi, je suis presque sûr, Boris, qu'il y a des gens qui vont se dire, mais cette zine, là, elle me parle, et il y en a qui vont l'acheter. Et qui vont l'acheter parce qu'elle leur plaît, et parce que la façon avec laquelle tu en as parlé leur a généré le petit plus qui fait qu'ils se décident de passer à l'achat. Ouais. D'ailleurs, tu me feras l'amitié de transmettre mes coordonnées bancaires à Zine pour qu'il me paye ma commission. Ça marche. Alors, donc 4 sur 5 sur la Tudor Pelagos. Vous avez vu, Ouais. c'est un dur au mal quand même, Boris, c'est-à-dire qu'il en a une, alors pas la LHD, et il lui met quand même qu'un 4, c'est ça aussi. C'est-à-dire que attribuer une évaluation à une montre, c'est à la fois un exercice subjectif et objectif. Et pour comprendre la subjectivité des choses, en fait, il faut comprendre la trajectoire individuelle de la personne qui a cette montre. D'où l'intérêt d'avoir écouté Boris sur ce qu'il pense de sa zine pour pouvoir mieux décrypter ce qu'il pense de ses autres montres. Troisième alternative et la dernière, nous avons une Oris, une série limitée, Aquis Red Limited Edition en acier,
également avec la couronne à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, donc déjà, ça, c'est un design beaucoup plus clivant hein, que la Yema Superman, voire la Pelagos. Euh, Moi, Ori, c'est une montre que j'aime bien, avec laquelle j'ai une histoire, puisque lorsqu'on en avait parlé lors de notre dernier entretien, je t'avais expliqué que quand j'étais venu aux montres, je m'étais acheté deux modèles Oris, hein, donc Ouais. un BC3 et puis un modèle plus habillé, etc. Rendez-vous Et dans Petite Montre entre amis voilà. sur la glace chute pour revoir ce que Boris nous racontait à cette occasion. Ouais. Donc au départ, c'est quelque chose, c'est une marque pour laquelle j'ai de la sympathie. Je trouve qu'ils font des trucs vraiment bien, notamment sur leur modèle d'inspiration un peu vintage aussi, quoi, si tu veux, parce que c'est des trucs qui sont à des prix qui sont bien placés. Moi, je les ai essayés d'ailleurs, hein, ça se porte très très bien au poignet. Hein. Pour quelqu'un qui veut quelque chose dans le style skin diver, leur modèle un peu vintage là, de plongée, ça me parle beaucoup. Celle-ci, c'est quand même, on va dire que celle-ci, c'est un peu leur Pélagos à eux, quoi, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à leur modèle vintage qui chez Tudor serait les Black Bay et leur modèle moderne qui serait les Pélagos, ça c'est l'équivalent des Pélagos chez Oris. Donc, euh, ça je ne saurais pas trop te dire pourquoi, mais ça me plaît pas plus que ça. Je crois que ça doit être lié à la forme du boîtier et aux cornes qui sont archi massives. C'est pas ma super tasse de thé esthétiquement. Bon, les touches de rouge, je trouve ça assez sympa. Couronne à gauche avec protège couronne, pas mal. Le cadran bien, data 6 heures, donc équilibré. C'est pas mal, mais le le boîtier me parle pas plus que ça. L'articulation me semble un peu, euh, ouais, un peu trop imposante. Voilà. Est-ce Euh, qu'on n'est pas aussi avec justement une articulation bracelet boîtier avec ses cornes extrêmement larges? Bon, bah on est sur une typologie de bracelet propriétaire, ouais. non customisable comme tu aimes. Est-ce que ça joue ça aussi? Oui, alors ça, pour moi, tu vois, déjà, c'est un no-go, toi, tu vois. C'est une des raisons pour laquelle j'aime pas les bracelets intégrés, de manière générale. Parce que à chaque fois que tu veux t'acheter un autre bracelet, il faut les faire sur mesure, machin, tout ça. C'est une plaie, tu vois. Tu as un truc comme ça en 20 mm, tu as 50 000 différentes options pour le mettre. Alors que les autres, il faut vraiment soit acheter d'autres bracelets de la marque, parce qu'ils en proposent parfois, si ce n'est que là-dessus, généralement, ils margent comme des fous. Ou alors, si tu veux, je ne saurais même pas te dire quel autre bracelet tu peux mettre là-dessus qu'un bracelet caoutchouc propriétaire Ben ou oui, oui, bien sûr, un bien sûr, bracelet bien acier sûr, de la marque. bien J'imagine que sûr, ça va bien venir sûr, sur bien acier sûr. aussi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas tellement. Mm. Moi qui aime bien changer de bracelet et customiser un peu ma montre, c'est pas nécessairement du tout dans mon esprit, indépendamment des qualités que cette montre pourrait avoir. Est-ce que c'est une des montres qui est sur leur nouveau calibre de manufacture? Non, 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 c'est Non, une, c'est encore. elle est plus fabriquée celle-ci. Alors peut-être qu'elle a été équipée du calibre série 400 lorsqu'elle était commercialisée, mais c'est plus le cas. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de touches de rouge. Autant à Zine, il y a des touches de rouge. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus présent, hein, d'où le terme Aquis Red. Après, on est dans le style, c'est une Oris Aquis. Donc effectivement, Ouais. là, on est dans un langage esthétique qui est propre à la marque et qui peut moins te séduire. Et puis pour le coup, en la regardant avec toi, comme ça, Boris, je ne sais plus si toutes les Oris Aquis ont ce type de anse. J'ai un doute, je ne sais pas trop. Combien tu lui mets de 1 à 5? Écoute, c'est vraiment pas trop ma crèmerie ce truc-là, pour tout te dire. Donc je vais lui mettre 3,5. Ouais. Parce que chez Oris,
Chez Oris, il doit y avoir à peu près 20 autres modèles que je prendrais de préférence à celui-là. Ok. Il y a des modèles qui m'intéressent vraiment chez Oris, mais celui-là n'en fait pas partie. Ouais. Ok. Les amis, on récapitule avant le vote pour bien se souvenir de ce que Boris nous a raconté. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour la Zin EZM3F présentée magnifiquement par Boris. On a eu après la Yema Superman 500 qui est une déclinaison hein, de la Yema Superman 300 bien connue. Et là, elle est étanche à 500 mètres avec une couronne à gauche, comme tous les modèles alternatifs que je vous présente. Je vous mets le petit logo « Allez, on vote ». Donc là, tu lui as mis un 4,5 sur 5. Après, on a eu la Tudor Pelagos LHD, avec ses index crème hein, qui te chatouillent un peu, voire qui te déplaisent, mais également une date à la fois rouge et noir, rouge pour les jours pairs et noir pour les jours impairs. Là, tu lui as mis un 4 sur 5. Plus on avance, plus on descend. Donc, heureusement que je t'ai pas présenté d'autres alternatives, Boris. On arrive à la Oris Aquis Red Limited Edition, où là, tu lui as mis un 3,5 sur 5. And the winner is, mon cher Boris, eh bien le winner, c'est la Yema Superman 500. Avec le recul maintenant que tu as découvert les trois alternatives, est-ce que tu es toujours serein sur le fait que c'est celle que tu préfères? Ouais, absolument. Ouais, ouais. Et puis en plus, bon, tu vois, marque française. Il faut acheter français, monsieur. Donc, non, 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 mais bon, encore une fois, moi j'aime bien cette marque-là. C'est juste sympa de voir ça ressusciter. Il y a quelque chose d'émotionnel aussi, indépendamment du design que j'aime beaucoup, hein, comme tu peux le comprendre, hein, qui n'est pas non plus super éloigné hein, de trucs. En fait, c'est un bric-à-brac de trucs que j'ai déjà apporté. Tu vois, le cadran, c'est quasiment le même cadran qu'une 55-13. Les aiguilles, c'est quasiment les mêmes que sur ma CQ. Oui. Donc, il y a plein de trucs, il y a plein d'éléments dans lesquels je me retrouve là-dedans. Donc, c'est pas surprenant que ce modèle-là me parle potentiellement davantage que les autres, même si la Tudor n'est pas à des dizaines de kilomètres non plus, parce que c'est une montre qui a vraiment de très très grosses qualités. Le jour où ils vont se décider à faire un calibre propriétaire qui ne soit pas un hamburger et qui permettra de la sortir à moins de 14 mm, à mon avis, ils vont faire un carton. Quoi, hein. Tu parles de qui là? De la Tudor. Ah oui, 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 oui. Bah, les amis, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si tu l'as vu, mais le dernier épisode de Petite montre entre amis avec Noah et sa Tudor Black Bay 41. Hein. Donc, Ouais. je peux vous dire que ils ont bossé sur la finesse, c'est plus fin qu'avant. On n'est pas, même si c'était pas les mêmes modèles, mais moi je me souviens très bien de la première Tudor Black Bay GMT qui était quand même un millefeuille avec trop de feuilles, hein, si vous me permettez l'expression. Moi, j'ai envie de conclure, bien évidemment, en te remerciant, Boris, et puis en reprenant un petit peu ce que tu as dit. C'est-à-dire, vous voyez, sur cette Yema Superman, Boris disait, il y a des éléments stylistiques qui me correspondent à des modèles que j'ai portés, que j'ai encore, dont je me souviens. Donc en fait, c'est des choses qui te parlent, qui te font rebondir dans ce que tu aimes dans l'horlogerie. Et c'est très différent d'exprimer les choses comme ça que de dire « Ah bah non, cette montre, elle ressemble à ça pour les aiguilles, elle ressemble à ça pour le cadran, elle ressemble. » Et quand on commence à parler de « elle ressemble », on se retrouve à « non mais c'est une copie, non mais c'est pas ça le sujet de l'horlogerie. Le sujet de l'horlogerie, c'est qu'est-ce qui fait que quand on regarde une montre, en fait, elle nous fait penser à quelque chose que l'on aime, à des gens qu'on aime, à des lieux qu'on aime, à des objets qu'on aime, à des paysages qu'on aime, à des livres qu'on aime, à des films qu'on aime.
Et puis, bah, c'est comme ça qu'on se retrouve à aimer quelque chose plus qu'autre chose, et qui fait qu'on décide d'aller sur une Yamaha Superman 500 plutôt que sur une Tudor Pelagos LHD. Alors après, il y aura toujours le marché de oui, mais j'achète la marque. Et la marque Tudor est plus forte, et plus puissante, et plus désirable aujourd'hui que celle de Yamaha, mais ça, c'est aujourd'hui. Et Dieu merci, on verra demain, après, après-demain, etc. Tu penses qu'il faut que je fasse un petit épisode de philosophie horlogère avec toi aussi, Boris? Ou en fait, on n'a pas besoin puisqu'on l'a déjà fait? Écoute, oui, alors quelqu'un m'avait surnommé le Clark Kent Ouais. de prise unique de l'horlogerie allemande ou un truc de ce style-là. Écoute, moi, je suis tout à fait prêt à devenir le BHL de l'horlogerie. Il faudra juste que je pense à déboutonner ma chemise encore d'un cran. Voilà. Boris, merci beaucoup, on s'est régalé. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de, bien évidemment, réagir en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. D'aller voter pour la montre que vous préférez parmi les 4, celle de Boris ou les 3 alternatives. Bien évidemment, d'aller vous encanailler, d'apprendre des choses, de découvrir des modèles sur la plateforme dalichoose.com et pourquoi pas partager votre avis sur votre montre. Il n'y a pas de mauvais avis, hein. Vous avez bien compris que le sujet, c'est de parler de sa montre et de pourquoi. Le seul sujet qui compte, c'est pourquoi on l'aime, pourquoi on l'a acheté, et pas est-ce qu'elle est plus belle, est-ce qu'elle est ci, est-ce qu'elle est ça. C'est un sujet qui est éminemment personnel. Boris, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.